Bonjour, à nouveau et à ceux, qui nous rejoignent, donc dans ce webinaire sur l'appel à projet Normandie connectée, nouveau espace de compétences, DEFINOV. Je suis Isaline Marmontel, je suis chargée de projet au sein de la région Normandie à la direction de l'aménagement du numérique qui co-anime, cet appel à projet avec la direction de la formation tout au long de la vie. Je vous propose de commencer, donc ce webinaire autour de la thématique, du collectif, du consortium, qui est obligatoire dans le cadre de l'appel à projet, DEFINOV. Donc là, c'est un temps, un webinaire, plutôt informatif. On m'a demandé, voilà, dans l'animation de l'appel à projet, on organise en parallèle, des rencontres, locales sur le territoire normand, donc dans ces départements. Voilà, la différence, c'est qu'aujourd'hui, on est plus sur un modèle informatif, un petit peu plus, descendant, alors que sur les rencontres, de territoire, on est vraiment dans l'échange et dans la rencontre, locale. On a d'ailleurs, 2 autres dates, qui vont arriver. Je vous les présente juste là. Donc mercredi prochain, on sera, du côté de Dieppe à Arc-la-Bataille et le lundi 3 avril, on a une réunion dans l'Orne à Bellem. Donc voilà pour les prochaines dates, de l'animation. Bonjour à tous ceux qui continuent à nous rejoindre donc sur ce webinaire, sur l'appel à projets DEFINOV, en Normandie. Au niveau du fonctionnement, de ce webinaire, je vais, faire un point, d'introduction, sur, l'ensemble des documents qui vous sont demandés pour, candidater, puisque je reçois pas mal de questions à ce sujet et puis dans le contexte un peu particulier de la cyberattaque. Ensuite, on aura, le plaisir d'avoir un témoignage, de monsieur Gestin qui est lauréat, d'un appel à projet, un petit peu frère, de celui-ci, donc en région Centre-Val de Loire. Un appel à projet qui s'appelle, Tiers-lieu de compétences. Et puis ensuite, s'il nous reste du temps, je vous proposerai, un moment d'échange, de pouvoir poser des questions. D'ici là, si vous avez des questions, pendant la présentation, je vous invite à les poser dans le chat, dans la conversation et puis, j'essaierai d'y répondre au fur et à mesure et notamment pendant le témoignage de monsieur Gestin. Donc je commence, ma petite présentation donc sur, les documents nécessaires, pour, candidater. Donc comme je l'ai déjà dit, hein, on est dans un contexte un petit peu particulier puisque, la région Normandie a été victime d'une cyberattaque, en décembre et donc le site des aides qui est normalement utilisé, n'est pas encore totalement, fonctionnel. Donc c'est normal qu'on n'y retrouve pas l'appel à projet, DEFINOV, pour l'instant et puis on est aussi sur un appel à projet avec un cadre national qui a été proposé, par, différents acteurs. Donc on y retrouve un certain nombre, de documents qui sont normalement, pas, demandés pour les aides, de la région Normandie. Donc je voulais refaire le point suite aux différentes questions que j'ai eues. Donc tous les documents sont sur le site de la région Normandie. Donc là, vous pouvez voir un petit aperçu. Je vais également, m'y rendre, tout de suite si j'arrive à faire la petite manip. Donc, voilà. Donc normalement, vous pouvez voir, donc voilà, ça c'est le site de la région et donc il y a un onglet qui est dédié à l'appel à projet Normandie connectée, nouveau espace de compétences. Et donc, du coup, tout en bas, vous allez retrouver, tous les documents nécessaires, pour, constituer votre dossier de candidature. Vous avez bien sûr le cahier des charges, qui est le document, le plus, important, enfin qui résume, tout ce qu'il faut. Et puis ensuite un certain nombre, d'annexes, enfin de modèles d'annexes qui vous aideront, à, candidater. Et donc comme je l'ai dit, le site des aides n'est pour l'instant pas disponible, donc il faudra, remplir un document Word, enfin, faut remplir tous vos documents, voilà, sous format, heu, pas en ligne sur le site des aides comme d'habitude, mais voilà, constituer votre dossier et nous le transmettre par mail à l'adresse, numérique, qui est écrit juste là.
Voilà, il se peut que le site des aides soit débloqué dans les prochaines semaines. S'il est débloqué avant, début avril, on pourra essayer d'y passer parce que c'est quand même plus simple. Mais je vous informerai sur, l'évolution de la situation au niveau de la cyberattaque. Voilà, et donc ensuite pour reprendre sur les documents qui sont, nécessaires, donc je repasse sur ma présentation. Voilà, ils se situent page 22, du cahier des charges. Je les ai résumés, ici. Je les repasse en revue rapidement. Donc on a la lettre officielle de soumission. C'est un document, très simple qui doit juste, nous informer que votre organe décisionnel, accepte de candidater. On vous a mis un modèle pour vous simplifier les choses. On a également une fiche d'identification du consortium, donc pour bien décrire tous les membres du consortium qui candidatent. Donc il y a une seule fiche pour, tous les membres et vous avez un modèle également disponible sur le site internet. Vous avez une lettre de mandat qui autorise, votre chef de file du consortium à vous représenter, donc ça, il en faudra une pour chaque membre. Il y a également un modèle disponible. On a ensuite l'accord de consortium, qui doit être signé ou en projet. On me demande souvent, voilà, s'il est nécessaire qu'il soit, signé pour la candidature. Ce n'est pas obligatoire, mais il faut quand même que le projet soit avancé. Donc ça, on a un modèle, mis à disposition par le cadre national de l'appel à projets et donc il sera disponible à la suite de ce webinaire. Ensuite, on vous demande des déclarations de financement dans le cadre d'un programme national. Donc si vous avez reçu des aides d'État sous le régime des minimis, il y a également un tableau à remplir et le modèle du tableau est disponible sur le site. On vous demande une fiche de synthèse qui est, elle, présente dans le dossier de subvention de la région Normandie. Donc ça, c'est le dossier classique que vous connaissez. Donc pas besoin de faire une autre fiche, juste remplir le dossier de la subvention région Normandie. On a également une note de présentation, du collectif et du projet. Ça, c'est un format libre, il n'y a pas de modèle. On vous laisse, remplir, enfin, on vous laisse décrire votre projet, sous le format, qui vous semble, pertinent. Et ensuite, on mentionne aussi le plan de financement. Donc ça, il y a, un modèle dans le dossier de subvention de la région Normandie. Vous pouvez également décider d'avoir un plan de financement plus détaillé dans votre accord de consortium. J'y reviendrai, juste après. Donc voilà, j'ai beaucoup de questions sur ces annexes, donc j'ai essayé de rendre ça, clair, mais n'hésitez pas à revenir vers moi s'il y a encore, des questions. Donc au niveau du consortium qui est le sujet aujourd'hui, c'est obligatoire. Pour répondre, il faut forcément être, sous forme de collectif avec à minima un acteur des tiers-lieux et un acteur de la formation. Acteur de la formation étant, pensé dans le projet plutôt un organisme de formation, un CFA. Mais comme vous le voyez, il y a une vision assez large de ce que peut être un acteur de la formation en fonction, de votre, projet et de la pertinence. Donc on examinera au cas par cas, tous vos la toutes les composantes de vos collectifs. Je dis bien que c'est à minima parce qu'on me demande souvent si on peut être, sous des formats avec plusieurs organismes de formation. C'est bien sûr, accepté et encouragé, si c'est pertinent dans le cadre du projet. Voilà, c'est vraiment à minima, mais vous pouvez enrichir votre collectif, des acteurs, qui vous semblent, pertinents. Comment fonctionne, ce collectif? Il faudra qu'il y ait un chef de file, un porteur, donc voilà, un organisme qui vous, que ce soit un tiers-lieu ou un acteur de la formation, qui représente, le collectif, qu'on appellera chef de file ou porteur. Et donc c'est lui qui, va soumettre, le dossier de candidature et c'est lui également qui aura, qui va conventionner avec la région et qui recevra la subvention. Il aura ensuite la charge, de remettre, les subventions, en accord avec le projet, avec les différents membres du consortium. J'espère que ça c'est plus clair. J'avais beaucoup de questions, ces derniers jours, sur ce sujet
Et donc pour formaliser, votre consortium, donc on impose d'avoir le cadre national, de l'appel à projets. Donc je vous le présente, là. C'est un modèle de consortium qui est finalement assez, classique, mais voilà, qui peut vous aider à avancer. Donc il est bien sûr, là pour vous aider, il n'est pas obligatoire. Voilà, c'est un document qui sera mis à votre disposition pour vous faire avancer dans la construction de vos consortiums. J'attire votre attention sur tout ce qui est en gris, qui devra être adapté, selon votre projet. Et je dirais qu'il y a 2 choses qui sont, assez importantes, à travailler dans cet accord. C'est le schéma de gouvernance, c'est comment vous allez fonctionner, comment vous allez prendre des décisions ensemble au sein de ce collectif. Et puis finalement la partie, financement, plan de financement, comment le budget de votre projet va s'organiser, qu'est-ce que, chaque acteur va apporter et quelle partie de la subvention, les acteurs vont recevoir pour quelles, actions. Donc voilà, bon, il y a 15 pages, du modèle, je ne vais pas revenir sur, tout, mais voilà, il sera disponible. Je vous l'enverrai par mail à la suite de ce webinaire et puis il sera disponible sur le site de la région, Normandie. Donc voilà, et je reprends, la présentation, pour donner la parole, finalement à monsieur, donc Dominique Gestin, qui est, là, aujourd'hui pour, nous témoigner de son projet, qui a été lauréat, de l'appel à projets qui est, finalement à l'origine de Definov dans son cadre national, qui est l'appel à projets tiers-lieux de compétences, de la région Centre-Val de Loire. Qui est un petit peu différente de ce qu'a donné le cadre national, mais voilà, qui s'en inspire, enfin, dont le cadre national est inspiré fortement. Mais je soulignerai 2 différences avec, le volet normand, qui sont quand même importants pour, votre, bonne compréhension. La première, c'est qu'en Normandie, on est plutôt sur des tiers-lieux, des lieux qui existent déjà, d'où, le fait qu'on ne finance pas de construction dans les dépenses éligibles. Et également du coup, le régime choisi pour accompagner les projets qui est donc en Normandie le régime des minimis classique et qui était le régime SIEG pour, le centre Val de Loire. Le SIEG permettant d'aller sur des plafonds plus hauts, donc jusqu'à 500 000 € pour chaque projet. Donc voilà, c'est quand même une différence à souligner, dans votre bonne compréhension du témoignage. Néanmoins, je pense que ce sera très inspirant, de pouvoir, écouter ce que monsieur Gestin a à nous dire, pour finalement avoir une approche un peu plus concrète de ce que peut être un tiers-lieu de compétences et vous inspirer dans la rédaction de vos projets. Donc, sans plus attendre, je donne la parole à monsieur Gestin, pour qu'il nous donne, son témoignage. OK, merci beaucoup. Donc effectivement, je suis Dominique Gestin, je suis le directeur général de l'AFPP, un organisme de formation de Centre Val de Loire, basé à Tours. Et peut-être en 2-3 mots, notre activité, pour que vous puissiez identifier un petit peu comment on a pu, enfin ce qui nous a motivés pour se positionner sur cet appel à projet. Donc on est un organisme de formation qui s'adresse essentiellement à des personnes qui sont demandeuses d'emploi dans le cadre de la construction de leur projet professionnel, ou à des salariés qui sont en transition, en transition professionnelle, si je puis dire. Donc on a 4 pôles d'activité. Un pôle qui est plutôt lié à l'accompagnement de projets professionnels, qui va du bilan de compétences à la VAE, en passant par de l'élaboration de projets professionnels dans le cadre du PRF de la région. On a un autre pôle qui est plutôt lié au savoir de base, avec du français langue étrangère, de la remise à niveau, etc. Donc c'est un gros pôle chez nous. On a également un pôle qui est lié à la qualification, avec des titres professionnels qu'on dispense pour des demandeurs d'emploi dans le cadre du PRF, mais pas que. Avec le compte personnel de formation, on a également des personnes qui sont en transition, qui se positionnent. Et puis un dernier pôle qui est l'école de la deuxième chance, puisqu'on a la chance de déployer ce dispositif en région Centre-Val de Loire, plus exactement sur le département 37 et 41. Voilà. Nous avons répondu à l'appel à projet de la région pour la création d'un tiers-lieu de compétences
suite à l'appel à projet de la région. Ça s'inscrit un peu dans une démarche qu'on avait déjà entamée, puisqu'en 2020, nous avons créé au sein de notre structure un Learning Lab avec une personne en charge de son animation pour pouvoir en faire bénéficier à l'ensemble des stagiaires de la formation professionnelle continue qu'on accueille dans notre centre. Donc, il nous a paru tout à fait naturel de poursuivre cette démarche et de se positionner sur la notion de tiers-lieu de compétences et que je vais pouvoir vous exposer, en tout cas dans les grandes lignes, pour que vous puissiez avoir de la visibilité sur le projet qu'on souhaite et qui est en cours de construction. Si Isaline voulait bien passer la première slide, donc un tiers-lieu de compétences qui sera plutôt lié, donc qui sera à destination des stagiaires de la formation professionnelle continue de la région centre, enfin plus exactement de l'Indre-et-Loire, mais également aux demandeurs d'emploi, aux bénéficiaires du RSA, un public qui n'est pas forcément comment dirais-je, familier de ce type de lieu. L'idée, c'est d'être sur des champs qui sont celles que vous voyez à l'écran, donc plutôt des formations qui vont utiliser des outils numériques. L'idée, c'est de développer bien évidemment des compétences professionnelles pour aller sur des projets d'emploi. Et on a également fait le choix avec la région d'intégrer également on va dire une couleur, une dynamique également sur la transition écologique pour répondre à notre obligation sociétale en tant qu'organisme de formation, mais également pour aller dans l'esprit des politiques publiques qui sont bien justifiées au regard de ce qu'on vit au quotidien. Si vous pouvez juste cliquer, voilà, donc l'idée de cet appel à projet, donc relever, enfin nécessité, comme l'a expliqué également Isaline, avec pour nécessité d'avoir un consortium. Donc je vais vous expliquer également comment on a mobilisé les membres de ce consortium. Et puis dans les différents slides, je vous expliquerai un petit peu les axes qu'on souhaite développer et comment on va les développer, notamment avec les espaces supports et puis le calendrier qu'on s'est fixé. Donc le consortium que nous avons réussi à mettre en place, et pour cela, en fait, le fait d'avoir mis en place un Learning Lab en préalable nous a permis d'être en contact déjà avec certaines entreprises et certaines fondations qui ont, au regard de ce qu'on avait fait au niveau du Learning Lab, nous ont suivis également sur le tiers de compétences. Donc, comme vous pouvez le voir, on a des belles structures qui ont souhaité s'associer à nous dans le cadre de ce consortium. La Fondation Banque Populaire Val-de-France, la Fondation SNCF, Orange, AG2R La Mondiale, mais également la fondation du groupe EDF. Et puis, on a un autre organisme de formation qui est porteur avec nous, qui s'appelle le CEFIM, qui est un organisme de formation plutôt tourné sur le numérique. Donc, ça permettait de faire le complément avec nos compétences à nous. Et donc, c'est ces organismes avec lesquels on a contractualisé un accord de consortium qui correspond un peu à ce que vous a présenté Isaline, où chacun indique eh bien, comment il va se mobiliser au sein du tiers-lieu, quels sont ses apports. Et ce qui est important de souligner également à ce niveau-là, c'est que le consortium que nous avons dans le tiers-lieu de compétences, donc l'atelier des projets, c'est un consortium qui est très, très actif dans la mesure où il ne va pas se contenter de financer une partie du projet, mais qu'il a également des projets à déployer au sein du tiers-lieu. Et c'est ça qui nous semble très intéressant, puisqu'il sera à la fois financeur, ce consortium, enfin les membres seront financeurs. Ils seront bien évidemment à la gouvernance, si on le verra un peu plus tard, mais ils sont également membres actifs de la programmation et eux-mêmes animateurs de programmes au sein du tiers-lieu. Et c'est important d'avoir des acteurs de ce type-là qui vont être partie prenante, si je puis dire, et qui vont animer des choses dans le tiers-lieu. Je pense notamment à Orange, et Orange, ça peut être intéressant pour vous de le savoir. Orange a déployé, je crois, c'est en Bretagne et à Paris également, ce qu'ils appellent un digital center, ce qui permet d'acculturer des personnes au numérique, à l'utilisation
des outils de communication, d'information. Et ils ont déjà pas mal de programmes sur étagère. Et dans leur stratégie, ils étaient partis sur déployer des lieux d'accueil, donc des digital centers, uniquement, on va dire, occupés par Orange. Et je crois qu'ils ont changé de stratégie en se disant que pour toucher plus de monde, ils sont très intéressés pour s'associer à des tiers-lieux de compétences qui sont en train de se développer pour justement ouvrir un peu plus le champ et d'être plus pertinent et plus proche des personnes susceptibles d'être rencontrées. Donc, ça fait partie de leur stratégie de pouvoir s'associer à des tiers-lieux pour toucher le plus grand nombre de personnes possible. Donc voilà, ça, ce sont nos partenaires qui constituent le consortium. Donc le concept qu'on a choisi de développer, en fait, c'est un concept l'idée, c'est de réunir tous les acteurs de la compétence, plutôt plus proches ou plus lointains, mais en tout cas tous les acteurs qui sont susceptibles d'œuvrer pour la compétence, qu'ils soient producteurs de compétences, donc les organismes de formation du territoire, mais qui appartiennent à l'appareil d'orientation, qu'ils appartiennent à la sphère économique, c'est aussi très important qu'ils puissent s'emparer de ce tiers-lieu, associer également, si vous pouvez passer juste sur l'autre slide, associer également les collectivités territoriales, les acteurs sociaux, qu'ils soient liés à une problématique sociétale liée à l'handicap, liée au logement, liée à la santé, que ce soit bien évidemment les acteurs de l'emploi également, Mission locale, Pôle emploi, Cap emploi. Donc l'idée, c'est de réunir à travers ce tiers-lieu tous ces acteurs à destination pour œuvrer et créer des projets à destination des stagiaires de la formation professionnelle continue, des demandeurs d'emploi du territoire. Et il y a également des associations, puisqu'on a prévu des espaces pour que des associations, soit des associations de quartier, pour être en contact avec puisqu'on est à côté d'un quartier de QPV, pardon, et puis aussi des associations thématiques sur la transition écologique. Donc voilà, l'idée, c'est d'offrir des espaces pour que tous ces acteurs puissent se rencontrer, quelle que soit leur action au titre de la compétence, afin de déployer des projets au service et pour les projets professionnels des demandeurs d'emploi. Donc, dans la sphère économique, on a également tout ce qui va être chambre consulaire, MEDEF, Fédération du bâtiment, enfin tous les acteurs qu'on peut imaginer qui seront susceptibles également d'interagir et de créer du projet au sein du tiers de compétences. Ça, donc, c'est un lieu ouvert à destination de tout le public. Donc, on est au centre de la métropole de Tours. On est, comme je vous le disais, installé à proximité d'une QPV. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir offrir des espaces pour toutes les personnes cibles dont je vous ai parlé, ainsi que les acteurs pour favoriser des projets professionnels, qu'ils soient d'ordre d'emploi, aller sur un emploi, ou créer des formations spécifiques, ou encore de l'entrepreneuriat, enfin tout projet qui nécessite des compétences et de développer des compétences pour mener à bien les projets. 3 axes ont été choisis et ont été retenus par la région à développer au sein de ce tiers-lieu. Un premier volet qui est un volet social et qui est aussi lié à la formation professionnelle. Donc là, il s'agit de déployer, d'animer des espaces qui permettent l'accès à la formation soit en présentiel, soit en distanciel. Et donc, on va avoir des espaces, notamment un Learning Lab, qui sera équipé numériquement et qui sera mis à disposition des stagiaires de la formation professionnelle continue, et vous verrez sous quelle forme quand on vous présentera les plans. On a également un volet innovation et fonctionnement partenarial. Donc là, c'est vraiment cette idée de rencontre de tous les acteurs. Ça peut être des organismes de formation qui se rencontrent entre eux pour déployer des projets en commun. Ça peut être des acteurs de l'orientation, des acteurs de la formation, des acteurs de l'emploi, des entreprises, et qui vont avoir un espace dédié, ce qu'on appelle le ProLab, qui seront amenés à développer le projet souhaité. Et donc, l'idée, c'est effectivement de pouvoir structurer
structurer, dynamiser, catalyser tous les projets qui naîtront de ces rencontres qu'on espère nombreuses. Et puis aussi, c'est ce que je vous disais, un volet environnemental. Donc, il ne s'agit pas, bien évidemment, de donner des leçons, parce qu'on n'est pas expert dans le domaine, mais il s'agit de réinterroger les pratiques, à la fois les pratiques des organismes de formation, mais également les pratiques des entreprises, avec le prisme de la transition écologique. Et pourquoi pas aller aussi sur des formations spécifiques ou des qualifications spécifiques à créer au sein de ce tiers-lieu. Et comme le précisait Isaline, on est dans le cadre au niveau de la région centre, en tout cas, dans le cadre d'une convention SIEG qui durera, enfin qui a été signée pour jusqu'en 2030. Alors, on est pareil, enfin, j'ai vu que c'était un petit peu les mêmes principes qui étaient posés dans l'appel à projet de la région de Normandie, c'est que on est sur une gouvernance spécifique puisque la gouvernance on a déterminé une gouvernance dite partagée et ouverte avec des règles que l'on s'est fixées sur trois principes forts. Déjà, l'open process, c'est-à-dire que tout peut être évoqué, bien évidemment, tout peut être indiqué, toute expression et toute pensée peut être transmise dans la limite où elle doit être accessible et transparente et lisible pour tout le monde. Donc, il y a une volonté de transparence dans le cadre des prises de décision et de la gouvernance. Du feedback, puisqu'on est en train d'apprendre, c'est-à-dire qu'on apprend en faisant, hein, on est sur une sorte d'action, projet-action, et donc on est amené également, et c'est une volonté forte à la fois de la région, mais aussi, je crois, de l'État, de pouvoir créer un corpus de connaissances sur la création de ce tiers-lieu. Donc, toute action devra être évaluée, critiquée, évaluée pour pouvoir identifier ce qui a marché, ce qui n'a pas fonctionné, et puis de pouvoir amener les actions correctives ou changer d'orientation. Enfin voilà, l'idée c'est vraiment de pouvoir documenter l'ensemble du projet au fur et à mesure qu'il se déploie. Et puis bien évidemment, le dernier point, c'est la bienveillance, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans de la collaboration pure, mais on est plutôt dans une coopération. L'idée c'est donc de traiter les sujets et d'être à l'écoute des problématiques de chacun et de trouver des solutions ensemble pour faire avancer le sujet. Ce qui implique une gouvernance avec des règles qui sont les suivantes pour l'instant, mais qui pourra évoluer, hein. En tout cas, on part sur cette base-là, avec un comité de pilotage de l'atelier qui sera représenté par un représentant de la ville et ou de la métropole. Un membre de chaque membre du consortium sera également au sein du consortium. Un administrateur de la FPP sera également dans ce comité de pilotage et des élus qui émaneront de la communauté des utilisateurs. Donc, on a prévu effectivement de créer des élections régulières pour que les personnes qui utilisent les tiers de compétences, qu'ils soient acteurs de l'emploi, qu'ils soient bénéficiaires du RSA, qu'ils soient stagiaires de la formation professionnelle continue, qu'ils soient entreprises, puissent être représentés. Et c'est même très, très important qu'elles puissent participer, qu'elles participent pleinement à la gouvernance de ce tiers-lieu, à la programmation et aux remontées d'informations dont on a besoin pour faire évoluer ce tiers-lieu. Le slide suivant va reprendre un peu le schéma. Peut-être que vous êtes appuyé aussi sur ce schéma, sur l'écosystème d'un tiers-lieu de compétences, donc avec un noyau qui est l'accueil des publics, bien évidemment, l'animation du tiers-lieu, puisque on a prévu d'avoir des forces vives salariées au sein du tiers-lieu qui seront en charge de l'animation de ce tiers-lieu. Bien évidemment, un ancrage territorial, d'où la nécessité d'accueillir en notre sein des associations locales, de quartier, qui vont aussi dynamiser le tiers-lieu, et une gouvernance qui sera ancrée sur le territoire. Et donc, tout ceci qui s'appuiera sur des espaces dédiés au développement de compétences. Et on va revenir dessus si vous voulez bien avancer avec les espaces thématiques qu'on souhaite déployer. Donc, 5 espaces thématiques sur 1000 m², un espace coworking, co-learning accompagné, un espace learning lab pédagogique et numérique,
une agora, donc un espace plutôt événementiel, un ProLab pour déployer des projets liés à la rencontre des différents acteurs, et un espace éco-citoyen et qu'on décrit un peu plus loin. Voilà, donc un espace coworking. L'idée, c'est de pouvoir faire cohabiter à la fois la fonction coworking que l'on connaît tous, mais également de rendre cet espace disponible aux stagiaires de la formation professionnelle continue pour qu'ils puissent travailler sur des projets personnels ou des projets en groupe, et qu'il puisse y avoir une interaction entre un salarié qui, nous, vous savez enfin, vous savez peut-être pas, mais je sais que vous avez les mêmes caractéristiques dans je crois que c'est à Rouen, puisque à Tours, on a beaucoup de navettistes qui vont travailler sur Paris et qui ont besoin d'espaces coworking pour faire 2, 3, 4 jours de travail sur Tours. Et donc, l'idée, c'est que ces gens-là puissent rencontrer des stagiaires de la formation professionnelle continue, mais aussi des chefs, des entrepreneurs qui lancent leur activité et qui choisissent de travailler dans un espace coworking. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir faire se rencontrer ces personnes avec des personnes qui sont stagiaires de la formation professionnelle continue et qui vont être amenées à développer des projets. Et voilà, donc tout va être prétexte à ce qu'il y ait une rencontre, une interaction entre tous ces publics. Le deuxième espace qu'on va déployer, c'est un espace Learning Lab pédagogique et numérique. Donc là, vous le verrez plus tard dans le plan, mais on va mettre à disposition des organismes de formation des espaces pour être dans l'innovation pédagogique. Donc on verra qu'on va avoir un escape room pédagogique, un espace de captation d'images pour faire des MOOC ou des podcasts, enfin donner la possibilité aux organismes de formation de travailler ensemble sur de l'innovation pédagogique au service des stagiaires de la formation professionnelle continue de la région. L'espace suivant, c'est l'Agora, si je ne m'abuse, c'est ça, tout à fait. Donc là, on a un espace qui est dédié en fait à la rencontre entre tous les acteurs. Donc ça on a imaginé qu'un chef d'entreprise, une entreprise puisse présenter son secteur d'activité à des demandeurs d'emploi, organiser des job dating, mais également ça peut être sur des conférences ou une personne qui va raconter son parcours professionnel ou son parcours de vie qui l'a amené soit à créer une entreprise, soit à prendre un emploi, soit tout ce qu'on peut imaginer en fait. On aura un espace qui permettra des visioconférences, mais également de présenter des choses et de faire de l'animation, de l'événementiel au sein du tiers-lieu. L'avant-dernier espace, je crois, c'est le ProLab. Donc le ProLab, c'est un espace qui est dédié à la création, si je puis dire, c'est-à-dire que les gens vont peut-être se rencontrer dans l'Agora, une entreprise a un souci de recrutement, il y a un organisme de formation, il y a Pôle emploi, et les 3-4 personnes vont se dire qu'il y a peut-être des solutions à trouver ensemble, et donc ils auront la possibilité, ils auront un espace dédié qu'on appelle le ProLab, qui sera voué à créer des projets et qui pourront être accompagnés par les animateurs du tiers-lieu, qui sera là également pour donner un peu de méthodologie et faire vivre donner les moyens pour que le projet puisse vivre, en fait. Voilà. Et le dernier espace, je crois, que nous avons dans cette présentation, c'est un espace éco-citoyen, donc qui sera dédié effectivement à cette problématique, avec la possibilité de mettre en place des ateliers sur la fresque du climat, sur tout ce qu'on peut imaginer, présentation de bonnes pratiques, club de réflexion, enfin tout ce qu'on peut imaginer et tout ce qui est à imaginer sur des éléments de transition écologique, pour nous interroger sur nos pratiques et aussi sur la formation, notamment comment la formation peut s'emparer de cette problématique qui est cruciale pour tout le monde, bien évidemment, et comment nous on peut apporter des choses pour aller dans le bon sens. Voilà, donc c'est une reconfiguration. Nous, on disposait d'un atelier qu'on voit là, parce que c'est in situ, et ça, ce sera notre Learning Lab. Donc, ces ateliers seront développés au sein de cet espace-là. Et on a un petit plan, je crois, que vous pouvez présenter. Voilà, donc voilà comment ça va se présenter. En rouge, vous avez notre espace Agora qui pourra contenir voilà, une 60 à 80 personnes, la place publique.
Ensuite, vous avez en bleu, notre, Learning Lab avec, un atelier 3D, donc avec, tout ce qu'il faut pour, faire, de l'imprimante 3D, mais également, Orange a déjà aussi des projets sur étagère, sur de la robotique, sur, voilà, maîtriser son image sur les réseaux sociaux, des choses de ce type-là, donc qui peuvent s'adresser soit à des chefs d'entreprise qui commencent leur activité, soit à un public plus jeune, qui est amené à aller sur les réseaux sociaux. Un escape room que vous voyez en bas à gauche, deux salles, espace Learning Lab, pédagogie numérique, et puis voilà, un espace évaluation qui permettra aux gens de se positionner. Un espace pour des entretiens également qu'on a jugé utile si toutefois il y a une rencontre avec Pôle emploi, voilà, qui pourrait faire des entretiens ici. L'espace associatif en plein au centre du Learning Lab avec l'espace éco-citoyen. Et quand vous allez un petit peu sur la droite, on a également le ProLab, un laboratoire donc, où il y aura normalement des panneaux blancs Velleda avec des feutres sur toute la pièce pour pouvoir réfléchir ensemble, se lever, noter quelque chose, se rasseoir, prendre un PC et œuvrer pour l'un projet. L'espace coworking qui se trouve sur la droite, qui arrivera dans une seconde étape parce que ça a un coût assez important. Donc voilà, on va faire les choses par étapes. Et puis aussi, on a prévu un espace pour des capsules de visioconférence, donc avec 5-6 postes de travail isolés pour pouvoir faire des MOOC, faire de la formation ouverte à distance pour que les stagiaires de la formation professionnelle continue puissent bénéficier de ces outils et pouvoir se former à distance dans ce tiers-lieu de compétences, dans l'atelier des projets. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. Enfin, j'ai essayé. Oui, alors peut-être sur le comment nous avons progressé sur le calendrier. Donc, ça a été des échanges avec la région pendant tout 2021. Ça a donné lieu à la signature d'une convention de consortium en janvier. De janvier à juin, on a continué à travailler sur l'appel à projet en aller-retour avec la région qui nous a beaucoup, beaucoup accompagnés. Puis, en juin, on a signé la convention SIEG avec la région. On a commencé les plans d'aménagement, le devis des travaux, etc., qu'on a dû refaire parce que tout a augmenté de 20-25%, c'est ce que j'expliquais à Isaline en amont. Donc, on a un peu de surprise sur les tarifs, mais on va y arriver quand même. Et puis, on a commencé depuis septembre-octobre à mobiliser l'ensemble des acteurs de la communauté, que ce soit organismes de formation, que ce soit Pôle emploi, acteurs de l'emploi, acteurs de l'orientation, les sphères économiques, pour leur présenter le projet. Donc, il y a un très, très bon accueil et on va commencer à créer des groupes de travail, de réflexion. Et on a fait un hackathon en janvier 2003 avec un ensemble de représentants de ces différentes, on va dire, communautés, si je puis dire, qui devra n'en faire qu'une, bien évidemment, mais voilà, on s'est mis on a évoqué des scénarios d'usage, c'est-à-dire comment on allait pouvoir utiliser les lieux, et donc ça a donné lieu un retour qui nous a permis ensuite de faire ces réflexions sur les aménagements, ce dont on va avoir besoin. Et ce qu'on comprend, c'est qu'il va falloir beaucoup d'agilité, beaucoup de mobilité, beaucoup voilà, des choses modulables pour qu'on puisse à chaque fois pouvoir réinventer l'utilisation du lieu, quoi. Voilà. Et on espère bientôt. Alors, les travaux, on a un maître d'œuvre qui est arrivé parce qu'il y a beaucoup de travaux à faire. On espère pouvoir ouvrir deuxième trimestre 2023, fin du deuxième trimestre 2023. En juin, ce serait bien. Voilà. Voilà où on en est par rapport à l'atelier des projets. Bien, merci beaucoup, Dominique, pour ce témoignage qui, j'espère, aura inspiré les porteurs de projets normands. Et ben écoutez, on est assez efficace aujourd'hui. Il nous reste 15 minutes, donc si certains participants ont des questions, n'hésitez pas à demander la parole dans le chat et je vous l'accorderai, ou à écrire vos questions
Je vois qu'il y en a déjà une dans le chat, Dominique, on demande s'il y a d'autres organismes de formation dans le consortium. Il me semble que oui. Oui, avec nous, hein, il y a un deuxième porteur de projet, c'est le CEFIM, un organisme de formation plutôt spécialisé dans le numérique et qui va effectivement on sera porteurs tous les deux, mais on a déjà contacté d'autres organismes de formation qui seront plutôt dans la communauté, mais à ce jour, dans le consortium, il y a les organismes, les fondations et les entreprises dont je vous ai parlé, plus le CEFIM, effectivement, qui fait partie de la gouvernance. Très bien. Et je vois qu'il y a une autre question donc sur le financement. Donc non, comme je l'ai expliqué au début du témoignage, donc en Centre Val de Loire, c'était un régime minimis SIEG. Et en Normandie, c'est uniquement c'est le régime des minimis classique qui nous permet uniquement d'aller jusqu'à 200 000 euros. Voilà, et sur les trois, sur l'année en cours d'exercice et les 2 exercices précédents, donc c'est 200 000 euros maximum. Ensuite, je vois qu'il y a une question sur les objectifs de rentabilité et les objectifs. Alors, je vais donner la parole à Dominique pour y répondre. C'est une très très bonne question. Des objectifs de rentabilité, pas nécessairement en ce terme, mais nous, on a un financement à la fois investissement et fonctionnement qui va nous emmener jusqu'à, j'ai 3 ans, donc jusqu'à 2025. 2025, on a du financement pour les personnes qui vont animer, pour tout ce qui est fluide, etc. Mais effectivement, derrière, il y a une réflexion sur un modèle économique à trouver, puisque nous, on est un organisme de formation, donc on a notre propre modèle économique et de rentabilité. Mais derrière, il faudra effectivement que l'activité du tiers-lieu puisse financer les salaires et puis les frais de structure. L'espace coworking, normalement, est un espace qui va dégager des fonds. Il y aura très certainement c'est toute la difficulté en fait à laquelle on est confronté dans le tiers-lieu. C'est quel modèle économique on peut mettre en place. On a des gens qui vont être utilisateurs du tiers-lieu et d'autres qui vont être acteurs du tiers-lieu. Donc quand vous êtes utilisateur, je pense que on sera amené à avoir des locations d'espace, de matériel, etc. Quand vous êtes acteur, c'est pas la même réflexion. Donc voilà pour l'instant le modèle économique. Ça peut être aussi l'espace événementiel qui peut être loué. Voilà, avec cette frontière de je suis acteur, je suis utilisateur, consommateur. Donc c'est là que va se jouer un petit peu le modèle économique, mais il est à construire. On a 3 ans pour le trouver en fait. Très bien, merci pour ces éléments. Alors, je pense que le modèle économique est une question pour tous les porteurs. Donc, ça continue sur. Alors, je ne sais pas si c'était le cas en Centre-Val-de-Loire, mais je pense qu'il y a quand même un taux d'intervention. Mais en Normandie, le taux d'intervention maximum de la région est de 70%. Donc, la subvention peut couvrir au maximum 70% du projet et donc une nécessité d'avoir 30% d'autofinancement. Et on vous demande comment vous avez fait pour valoriser cette partie Alors nous, on n'est pas sur le même taux puisque la région intervient à hauteur de 500 000 et on est sur un projet d'à hauteur de 1 million, donc on est sur 50%. Notre consortium intervient à hauteur de 100 000, donc il nous reste 40%. On l'a valorisé avec tout ce qui... Parce que le lieu dans lequel on déploie, c'est un lieu qui est chez nous. Du coup, voilà, donc il y a de la mise à disposition. J'ai de la mise à disposition de salariés également. Donc voilà, on arrive à boucler le budget comme ça. Très bien.
Et ensuite, je pense que c'est plutôt donc une question pour, la région Normandie, donc sur le régime des minimis. On sait que c'est un régime, qui est compliqué, même moi, il a fallu que je me forme, sur ce sujet. Donc le régime des minimis, c'est un régime qui permet, à des collectivités, de déroger au principe de la concurrence et donc de donner des aides à des acteurs, ou à des projets, économiques. Alors l'Union européenne a une définition d'un acteur économique qui est un petit peu plus large, que ce on l'entend, communément, donc pas uniquement les entreprises, mais voilà, tout ce qui a il va avoir une activité économique finalement. Et donc, on a des régimes qui permettent d'y déroger, donc le régime SIEG, le régime des minimis. Et donc du coup, par contre, il limite, cette subvention, cette aide que peut donner, une collectivité à des acteurs économiques. Et donc sous le régime des minimis, la limite est de 200 000 € sur une période de 3 ans. Donc comme je le disais, du coup, c'est bien, donc sur l'année en cours, l'année d'exercice et sur les 2 exercices, précédents. Et donc à réfléchir également, vu qu'ensuite on se projette sur un projet sur 3 ans pour rester toujours à l'équilibre des 200 000 € sur, toujours les périodes, de 3 ans. Ça demande un petit peu de mathématiques, mais je suis encore une fois à votre disposition pour, éclaircir si c'est pas clair. Ensuite encore, des questions donc sur l'appel à projet, donc sur, qui peut candidater et comment. Donc un organisme de formation peut bien sûr candidater à plusieurs, appels à projets. Il y a rien dans le cadre, enfin dans le cahier des charges qui l'empêche. Voilà, à voir ensuite, comment, cet organisme peut s'investir dans chacun des projets. Également, c'est pas contre, enfin, c'est pas interdit d'être chef de file de plusieurs projets. Pour autant, ça nous semble dans les faits, compliqué de pouvoir mener, 2 consortiums, de front. Donc voilà, encore une fois, rien ne l'interdit, mais c'est à vous de voir, comment vous développez les projets. Alors, est-ce qu'on a d'autres, questions? Ça n'a pas l'air de venir. Bah, en tout cas, moi, je voulais remercier, Dominique pour son intervention et son temps. À titre personnel, ça m'a semblé très intéressant de pouvoir se projeter, sur, un projet, voilà, qui est concret, qui est bon, pas encore, sorti de terre, mais voilà, qui a plein de facettes et je pense qu'ils peuvent être, utilisés, au sein des projets, normands. Alors, bien sûr, je vais vous envoyer, le modèle, en conclusion, enfin, en conclusion de ce webinaire. Alors il y a eu pas mal de questions, donc le modèle, je l'envoie. Le chef de file est obligatoirement issu d'un tiers-lieu ou d'un organisme de formation. En effet, c'est obligatoire, que ce soit un acteur de ces 2 réseaux. Plein de remerciements. Est-ce qu'il y a eu une valorisation du contenu pédagogique fourni par les organismes de formation? Alors ça, si Dominique, tu as une réponse. Il me semble que oui, parce que c'est pas éligible en tout cas dans l'appel à projet normand, les frais pédagogiques ne sont pas éligibles, mais par contre, ils peuvent, être, apportés. Enfin, c'est une bonne question. Dominique, je ne sais pas si tu as Je ne une sais pas, réponse. est-ce qu'il y a eu une valorisation du contenu pédagogique fourni par les OF? C'est-à-dire que je ne sais pas si je vais bien répondre, mais en tout cas, c'est une vraie question qu'on a, c'est-à-dire qu'on va travailler avec des organismes de formation. On est dans le cadre de PRF. Si vous êtes organisme de formation, vous savez ce que c'est et vous savez que on est concurrent quand on fait un appel à projet ou alors on travaille en partenariat et on fait une proposition commune. Mais c'est un vrai sujet, c'est-à-dire que comment allons-nous pouvoir
faire travailler, enfin, que le tiers-lieu de compétences puisse produire quelque chose d'un point de vue pédagogique. Est-ce que le tiers-lieu de compétences sera à même de vendre de la prestation pédagogique sans me déshabiller et sans déshabiller les autres organismes de formation? Quand il y aura un travail en commun entre plusieurs organismes de formation, comment le valoriser? C'est des questions qui vont devoir être traité fait chemin faisant, si je puis dire, parce que j'espère que ce sera traité en bonne intelligence. C'est quand même l'esprit du tiers-lieu, mais j'ai pas de réponse. Malheureusement, je n'ai pas de réponse et j'ai aussi que des questions là-dessus. Et je dirais en y réfléchissant aussi, ça dépend, comment ces formations ont été créées, si elles ont été, par exemple pour l'exemple de la Normandie, si elles sont financées par ailleurs par la région, voilà, c'est c'est pas du coup de l'autofinancement. Ça me paraît assez évident, mais bon, je voulais le repréciser. Ensuite, il y a des questions sur est-ce qu'une collectivité territoriale qui porte un tel lieu peut être chef de file? J'y vois pas de contre-indication, mais là, on est sur peut-être un cas, un particulier. S'il n'y a pas de structure, différente pour le tiers-lieu, là, je vous invite à m'envoyer un message et à présenter le projet. Je pense que je pourrais y répondre, plus en détail à ce moment-là. Est-ce que le siège social d'un chef de file peut être en dehors de la région? Ça, non, on est sur un appel à projet, régional qui doit être ancré sur le territoire et donc, de fait, d'autant plus le chef de file, ne peut pas être, en dehors de la région. Est-ce qu'un partenaire, un membre du collectif peut être en dehors de la région? À voir, au cas par cas si c'est pertinent. Est-ce que le chef de file peut être une association qui porte un projet de tiers-lieu pas encore ouvert? Hem, Là, encore une fois, ça c'est un petit peu au cas par cas, mais a priori, on est plutôt sur des lieux qui sont déjà sortis de terre. En tout cas, je pense que seront valorisés pendant l'instruction des lieux qui existent, déjà. Après, il y a d'autres critères, pour évaluer les projets, voilà, que ce soit, le côté, enfin, voilà, on est encore sur les axes de l'appel à projets, hein, qui sont renforcer, l'accessibilité et l'attractivité des formations. Donc, s'il y a des choses, qui sont très intéressantes côté, accessibilité ou attractivité, bon là, ça pourra compenser, donc, en fonction des projets. Est-ce qu'un organisme de formation ne peut donc pas avoir son siège social en dehors de la région? Donc comme je l'ai dit, c'est important que le chef de file soit, dans la région et après s'il y a un membre du collectif, voilà, qui n'est pas le chef de file, qui n'est pas le porteur, en dehors de la région, voilà, c'est en effet pour, du cas par cas sur des formations qu'il y aurait pas, en Normandie, pourquoi pas, mais ça reste, à mon avis, anecdotique puisqu'on est bien sur un appel à projet, de territoire qui veut, voilà, former les Normands, et donc la territorialité est quand même importante. Heu, voilà, donc j'espère que ma réponse est claire et a aidé à comprendre. Il reste encore, il nous reste encore quelques minutes pour des dernières, questions. Et on me pose souvent la question, donc le webinaire est enregistré. Normalement, ça s'affiche, je vous l'ai pas annoncé en début de webinaire, mais il me semble que l'outil Teams s'en charge pour moi. Ça sert bien entendu à pouvoir, mettre à disposition, un replay qui sera disponible, je l'espère la semaine prochaine. Là, je suis un petit peu dépendante, de nos outils, qui reviennent au fur et à mesure, dans le contexte de cyberattaque. Donc j'ai espoir de pouvoir, accéder à un logiciel de montage, la semaine prochaine et pouvoir, mettre ça en ligne pour les personnes qui n'auraient pas pu assister ou si vous voulez revisionner, le témoignage, de monsieur Gestin. Je vous enverrai également donc, le modèle de consortium dont on a parlé, tout à l'heure, donc en conclusion du webinaire, probablement dans l'après-midi ou en début de semaine prochaine. Et puis, pour l'instant donc, comme je le disais, dans le cadre de l'animation, il nous reste 2 dates
Donc de rencontres territoriales, une date, du côté de Dieppe à Arques-la-Bataille, le mercredi, 29 mars de 14 heures à 17 heures et le lundi 3 avril dans l'Orne à Bellem, également de 14 heures à 17 heures. Les inscriptions sont encore ouvertes. Pour l'instant, je n'ai pas, prévu d'autres, webinaires, mais nous verrons, s'il y a de nouvelles questions qui apparaissent, dans les prochaines semaines d'ici la fin de l'appel à projets qui est, je le rappelle, prévu le 28 avril à midi. Donc j'espère qu'on recevra, vos projets, avant cette date, et voilà, d'ici là, je reste à disposition si vous avez, des questions. Encore une fois, merci beaucoup, Dominique pour son témoignage et je vous souhaite à tous, une bonne fin de semaine, une bonne fin de journée.